bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et pour vous présenter nos intervenants et donc animer cette table ronde autour d'un sujet particulièrement stratégique, redonner du sens à la gouvernance des entreprises. Alors, je suis Valérie Brisac, directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Donc aujourd'hui, nous fédérons plus de 350 membres, des dirigeants, des experts, mais aussi des chercheurs qui sont engagés pour inscrire la mission au cœur de la stratégie de leurs organisations afin de conjuguer performance économique et contribution sociétale. Alors en France, aujourd'hui, il y a plus de 2250 entreprises à mission qui représentent 1 million de salariés. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde et d'accueillir à mes côtés donc Hélène Anouar. Vous êtes vice-présidente de la Maïf, en charge en particulier des sujets liés à l'ESS et à l'éducation et aux dividendes écologiques, et aussi présidente de 3 fonds Maïf, mais vous nous en direz plus tout à l'heure. Frédéric Thierry, vous êtes directeur de la communication et de l'impact d'électricité de Strasbourg. Et Franz Go, expert de la gouvernance, sociologue, fondateur de Corporate Regeneration et de plein d'autres sujets. Donc merci à vous d'être là aujourd'hui. Donc en introduction sur cette thématique, en fait aujourd'hui le sujet que nous allons traiter n'est pas forcément celui qui vient le plus en premier à l'esprit quand on veut redonner du sens. Finalement, c'est comment utiliser la gouvernance pour le faire. En fait, en général, on pense à la stratégie que doivent mettre en place les dirigeants ou aux évolutions à opérer sur les produits ou les services. Mais on ne pense pas forcément finalement que faire évoluer la gouvernance, ça peut être la clé et ça peut être un moyen finalement de faciliter ces évolutions structurantes. Donc certes, on se doute bien que ce sont les dirigeants, la gouvernance qui prennent des décisions, mais finalement, comment faire en sorte que structurellement, en fait, ces personnes décisionnaires s'emparent des enjeux sociaux et environnementaux, finalement, indépendamment de leurs propres convictions sur le sujet, que ce soit une mécanique vertueuse et qui en fasse un réflexe dans la manière d'opérer dans des entreprises. Donc en termes de périmètre, pour clarifier un peu ce dont on parle, aujourd'hui, évidemment, on parle des enjeux liés à l'impact de l'activité de l'entreprise dans son environnement. Donc évidemment, être capable d'opérer dans les limites planétaires, mais aussi de tenir compte des hommes, le respect des conditions de travail, la production des individus, la juste rétribution, le sens. Et donc finalement, c'est la capacité des entreprises à opérer en tenant compte du vivant et au sens large. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs mécaniques qui existent, notamment la loi Pacte en 2019 a introduit la qualité de société à mission, mais aussi a changé la définition de l'entreprise avec l'article 1833 du Code civil, qui n'avait pas été changé depuis Napoléon quand même, donc en introduisant le fait que l'entreprise devait prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, mais finalement, force est de constater que ce n'est pas devenu par magie un réflexe et central dans les stratégies d'entreprise. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est comment en fait des entreprises se sont emparées de ces différents outils avec leurs caractéristiques, leur histoire, leur personnalité. Est-ce que ça a changé concrètement, et aussi avoir l'expertise de France en fait, sur concrètement la gouvernance, quels sont les outils à notre disposition. Alors je précise que comme pour les autres conférences de la journée, vous allez pouvoir poser des questions au travers, donc je ne sais pas si on peut projeter le QR code, questions qui seront donc retransmises sur la tablette et que je pourrai donc poser à la fin de la séquence. Donc l'idée c'est vraiment aussi de garder du temps à la fin pour pouvoir répondre à vos questions. Alors pour entrer dans le vif du sujet, donc je m'adresse d'abord à France, donc tu es vraiment un expert des sujets liés à la gouvernance et en particulier la place de la nature dans les organisations. Donc est-ce que tu peux nous éclairer en fait sur 2 dimensions? Pourquoi finalement la gouvernance peut être un outil, et quelles sont les possibilités qui sont offertes aujourd'hui aux entreprises? Merci Valérie, j'ai 30 minutes, c'est ça, pour répondre à cette question? Non, un petit peu moins. 3 minutes alors j'imagine. Bonjour à tous et à toutes. Pourquoi la gouvernance est utile et je dirais même indispensable? La raison est assez simple. Je vais le faire de façon très scolaire en répondant en 3 temps. La première, c'est que tu l'as évoqué en introduction, les hommes passent et les institutions demeurent.
Alors j'ai demandé à Internet si cette citation venait de Napoléon, de Churchill, de Périclès ou de Einstein. Je n'arrive pas très bien à savoir qui a dit ça, mais enfin, les institutions demeurent pendant que les hommes, les humains viennent et puis s'en vont. C'est indispensable parce que si une entreprise doit s'engager dans une stratégie de responsabilité, d'engagement sociétal ou environnemental, eh bien cela ne doit pas dépendre de la volonté d'un dirigeant éclairé. Et on vit dans une période où on a tendance à beaucoup trop psychologiser cette question de l'engagement, à beaucoup trop le réduire à une dimension individuelle, là où je crois qu'il faut absolument travailler sur les règles du jeu, c'est-à-dire la gouvernance. C'est ça que ça veut dire, gouvernance. Alors, puisqu'on parle de règles du jeu, j'en arrive à mon deuxième point, c'est que, effectivement, tu le disais, Valérie, le code civil, le code de commerce a légèrement évolué en 2019, mais en substance, notre droit reste celui de 1804, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des droits. Il y a les droits de première, deuxième, troisième génération. Et dans les droits de première génération, il y a le droit de propriété et il y a le droit de la liberté d'entreprendre. Et lorsqu'il y a un conflit de droits, c'est-à-dire un conflit entre ces droits économiques que je viens d'évoquer et des droits sociaux ou environnementaux, eh bien cette hiérarchie des droits fait que ce sont systématiquement les droits économiques qui l'emportent. Et cela, le Conseil constitutionnel nous le rappelle année après année au travers de ses arrêts. Et donc, si une entreprise doit servir un intérêt autre que l'unique intérêt économique des actionnaires, eh bien le droit nous aide pas suffisamment et donc il faut retoucher, retravailler sa gouvernance, changer les règles du jeu en entreprise. Et puis le troisième point, et tu me dis quand c'est trop long, c'est que l'engagement d'une entreprise, l'engagement sociétal ou environnemental, nonobstant le slogan qu'on a entendu il y a quelques années, fin du mois, fin du monde, même combat, en réalité c'est un peu plus compliqué que ça. Réconcilier les intérêts économiques, les intérêts sociétaux et les intérêts écologiques n'est pas aussi simple que le laisse entendre ce slogan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela nous amène à des conflits d'intérêts entre, je le répète, écologie, sociale, économique, et que face à ces conflits d'intérêts, ben, qu'est-ce qu'on fait habituellement en société? Eh bien, on délibère. On délibère pour essayer de trouver la moins pire des solutions, c'est ce qu'on fait en démocratie, on délibère pour essayer de trouver des compromis. Et quelle est la façon de traduire cette délibération en entreprise? Eh bien, c'est de transformer sa gouvernance de telle façon à ce que les parties prenantes, les intérêts écologiques, sociétaux, etc., puissent délibérer d'égal à égal. Voilà en substance pourquoi je pense qu'il est important de repenser la gouvernance. Mais je ne sais pas s'il me reste le temps de répondre à la deuxième partie de ta question. Oui, je pense en termes de palette un peu d'outils disponibles aujourd'hui aux entreprises, qu'est-ce qu'elles peuvent en fait mettre en musique? Donc c'est la deuxième demi-heure de mon intervention, si j'ai bien compris. J'ai fait une liste d'à peu près 40 possibilités. En fait, les possibilités sont assez, je ne vais pas dire infinies, mais le droit français est finalement assez intéressant parce qu'il offre une belle palette de solutions techniques ou juridiques. Le droit français offre même une certaine flexibilité, notamment dans le cadre des SAS, ce statut juridique particulier. Et donc, loin de moi l'idée en fait de lister simplement l'ensemble de ces techniques. Simplement vous dire qu'en entreprise, il est de coutume de distinguer 3 types de pouvoirs et c'est à ces 3 niveaux qu'on peut intervenir. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le pouvoir souverain. Le pouvoir souverain, c'est le pouvoir suprême. Dans nos démocraties, c'est le peuple. Eh bien, en entreprise, le pouvoir souverain, c'est l'actionnaire ou le sociétaire dans le cas d'une société mutualiste. Et donc, il est tout à fait possible de transformer la structure du capital. Par exemple, on y reviendra, mais on peut tout à fait considérer que la nature
devient actionnaire d'une entreprise. Et puis, on peut retranscrire ça au niveau soit du conseil d'administration, ou alors on peut adopter des statuts qui vont refléter cette diversité des parties prenantes dans l'actionnariat, en devenant, par exemple, une société coopérative, une société collective d'intérêt sociétal, SCIS, c'est bien ça, SIC, ouais, enfin bon, un truc comme ça. Donc, pouvoir souverain, on peut transformer avec tout un tas d'outils et rendre une partie prenante telle que la nature actionnaire et lui donner un pouvoir maximal. On peut ensuite transformer le pouvoir exécutif. Donc, le pouvoir exécutif, c'est celui des dirigeants et puis des différents comités qui vont intervenir pour déployer la stratégie choisie par le pouvoir souverain. Donc, c'est le comité de direction, c'est le comité d'investissement, le comité RSE, que sais-je. Et donc à ce niveau-là, on va aussi pouvoir transformer, et par exemple, sur le sujet que je porte, positionner un représentant de la nature. Et puis enfin, on peut intervenir sur le troisième grand type de pouvoir, qui est le pouvoir de surveillance. C'est typiquement le rôle que joue un conseil de surveillance dans une société anonyme. C'est aussi le rôle que joue un comité de mission dans une société à mission. Et cette fois-ci, on va s'assurer que l'entreprise respecte un certain nombre d'engagements qu'elle a pris. Alors, quelque part, dans ces trois grands types de pouvoirs, il faut positionner les syndicats. Je le dis avant de rendre la parole, je le dis avec une certaine insistance, j'ai envie de dire, parce qu'on a trop souvent, on oublie trop souvent en fait le rôle que jouent les partenaires sociaux dans notre histoire. C'est-à-dire que dès le 19e siècle, le seul contre-pouvoir qui a été posé aux actionnaires, j'ai envie de dire, ce sont les syndicats, et c'est un combat qui s'est déroulé dans le sang. Hein. Je viens du Nord et je crois que je ne suis pas le seul, et on se souvient des batailles sanglantes qu'il y a pu y avoir à Fourmi. Et aujourd'hui encore, je crois que les syndicats sont des partenaires très très importants pour faire évoluer la gouvernance et représenter un certain nombre de parties prenantes. Merci beaucoup France pour cette entrée en matière. Je vais me tourner maintenant vers Hélène et Frédéric qui vont plus nous décrypter en fait comment les choses se sont déroulées chez eux. Pour qu'on comprenne bien en fait de quoi on parle, est-ce que vous pouvez chacun décrire en fait quelles sont vos organisations, vos structures et votre mode de gouvernance pour qu'on sache dans quel contexte vous opérez? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Hélène Anor, je suis vice-présidente de la Maïf. Alors, si je reprends un petit peu les propos de Franz par rapport à la puissance des instances de gouvernance, il faut situer un petit peu de où je parle. La Maïf, c'est une mutuelle d'assurance, alors pas une mutuelle de santé, hein, on est bien sur l'assurance véhicule, habitation, ce qu'on appelle l'IARD, donc risques divers et pas la santé. Qu'est-ce que ça veut dire être une mutuelle ? Je vais détailler un tout petit peu parce que ça fait écho un petit peu à ce qui vient d'être dit. Eh bien, dans une mutuelle, il faut le savoir, vous n'avez pas d'actionnaire. Effectivement, nous avons des sociétaires qui sont amenés, vous l'avez peut-être été à la Maïf ou ailleurs, à voter pour élire des élus, des sociétaires. Et quand on parle à l'instant de pouvoir souverain, le pouvoir souverain, c'est l'Assemblée générale hein, qui réunit un peu plus de 1000 élus à travers la France. Et cette Assemblée générale, elle élit ensuite un conseil d'administration, donc 24 administrateurs, dont 6 vice-présidents et un président. Donc le pouvoir, il est effectivement à l'Assemblée générale et il faut savoir que dans une mutuelle, il n'y a pas d'enrichissement personnel du fait qu'une entreprise tourne bien, que les résultats sont bons. Ce qui nous a permis, et je reviendrai assez longuement là-dessus tout à l'heure, de finalement rendre la nature actionnaire de la Maïf, puisque nous avons voté, donc ça c'est quelque chose qui est entré dans les statuts de l'entreprise en 2023, un dividende écologique dans lequel nous nous sommes engagés à reverser 10% des résultats de la mutuelle au bénéfice de projets sur les territoires qui vont protéger la nature, la biodiversité, ou en tout cas la rendre plus résiliente. Ça, c'est le premier volet d'utilisation de ce dividende, et le deuxième, il est social, j'en reviendrai tout à l'heure. Donc de où je pars de là, hein. On est bien sur une entreprise, une très grosse entreprise, hein,
avec à peu près 10 000 salariés et plus de 4 millions de sociétaires, hein, dont certains ont plusieurs contrats, donc ça fait à peu près 10 millions de risques couverts. Et donc une gouvernance qui est portée à 3 niveaux, celle de l'Assemblée générale qui vote les statuts, les attributions de crédit et puis valide le projet politique de la mutuelle, le conseil d'administration qui suit et qui valide toutes les stratégies, et de ce conseil d'administration émane un certain nombre de comités et de groupes de travail dans lesquels effectivement nous traitons de sujets sociétaux où nous mettons en place des fonds d'investissement. On l'a dit tout à l'heure, ça nous a permis de mettre en place un fonds d'investissement qui s'appelle Maïf Impact, qui permet de soutenir des entreprises à impact environnemental ou sociétal, mais aussi des fonds de dotation comme le fonds Maïf pour le vivant ou le fonds pour l'éducation. Voilà. Merci Hélène. Frédéric, est-ce que tu peux nous décrire le contexte chez ES? Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, Franz nous a remonté un petit peu dans le temps et nous a fait faire un petit peu d'histoire. Je vais continuer pour bien comprendre ce que c'est le contexte d'ES sur le territoire du Bas-Rhin. Et on va remonter jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, donc reconstruction. On est après-guerre dans le domaine énergétique. Vous savez que la France était dans ce domaine-là piloté par des sociétés nationales d'électricité. Et donc, à partir de 1946, l'État a choisi de centraliser l'ensemble de l'énergie, ce qui a donné finalement Électricité de France et Gaz de France. Et à l'exception d'un certain nombre d'entreprises énergétiques sur le territoire, ça représente à peu près 5% du territoire encore actuellement, entreprises qui étaient détenues par les collectivités locales. Donc c'est une particularité en fait dans notre monde énergétique. Et donc le groupe ES fait partie de ces 5% et représente à peu près, pour vous donner une idée, un tiers de ces 5%. Donc c'est une grosse entreprise locale de distribution, c'est comme ça qu'on appelle ça, implantée depuis 125 ans en Alsace, dans le Bas-Rhin, et qui opère donc pour les Alsaciens dans différents domaines à travers ses filiales. Donc la distribution d'électricité, alors ce qu'on connaît ailleurs sur le territoire, dans les 95% restants, c'est Enedis. Voilà. La commercialisation, le développement des services énergétiques et le développement et l'exploitation des énergies renouvelables locales. Voilà. Au niveau de la gouvernance, en fait, le groupe ES est une société anonyme qui est cotée en bourse au premier marché. Et donc c'est un système assez classique avec une assemblée générale, des actionnaires, un conseil d'administration, et puis après au sein même de la structure, un pilotage assez classique avec un comité exécutif, une équipe dirigeante. Depuis qu'on est société à mission, donc ça fait maintenant 1 an et demi, puisque ça date du mois de juin 2024, on a créé aussi un fonds de dotation qui nous a semblé pertinent en tant que véhicule pour nos actions sociales et environnementales. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Si maintenant on regarde un peu plus ce que vous avez opéré comme changement dans votre gouvernance, donc ES et Maïf, vous êtes toutes les deux des entreprises à mission finalement, avec originellement un objet social de l'entreprise déjà très engagé, tourné vers l'intérêt général, etc. Finalement, quels sont les enjeux qui ont poussé vos organisations à faire évoluer leur gouvernance? On pourrait penser qu'il n'y avait pas forcément de besoin à la base. Et comment ça se traduit finalement dans vos missions? Oui, alors Maïf est une des toutes premières entreprises à être devenue, de cette taille en tout cas, être devenue entreprise à mission, puisque nous sommes entreprise à mission depuis 2020. Donc juste après la loi Pacte de 2019. Donc effectivement, ça a été voté à l'Assemblée générale et du coup, ça a impliqué un grand changement finalement, y compris dans une très grosse entreprise comme celle-là. Et puis, ça a permis aussi de rendre possible ce qui ne l'était pas. Alors évidemment, à court terme et immédiatement, ça implique de mettre en place un comité de mission
mission, qui est indépendant, qui est composé d'experts, qui vient challenger finalement les stratégies proposées et portées par la direction générale et puis validées par le conseil d'administration, qui vient vérifier à ce que tout ça soit vraiment cohérent. Et puis ça oblige aussi à infuser dans toute l'entreprise la préoccupation que nous avons. C'est-à-dire que quand on devient entreprise à mission, on dit toujours qui trop embrasse mal étreint, on a envie de tout faire, on se dit qu'on va changer le monde, qu'on a les pouvoirs d'agir, etc. Il faut d'abord choisir ses combats et donc s'assurer que la verticale que nous avons choisie, qui est celle de notre raison d'être, donc la raison d'être d'une assurance comme la nôtre, c'est l'attention sincère portée à l'autre et au monde. À l'autre, évidemment, c'est notre ADN. C'est celle d'un assureur mutualiste, c'est être là les uns pour les autres. Être entreprise à mission, ça nous a par exemple permis quasiment immédiatement d'ouvrir nos statuts. Nous étions une mutuelle des instituteurs de France, nous avons ouvert, puisque à partir du moment où on s'engage à l'autre et au monde, nous avons ouvert nos statuts et aujourd'hui, qui le souhaite peut rejoindre l'entreprise, ce qui n'était pas le cas d'un point de vue initial. Ensuite, le comité de mission, je l'ai dit, et puis ça nous oblige également à une forme d'exemplarité à tous les niveaux de l'entreprise, sur la gouvernance. Alors, ça peut passer par quelque chose qui a tendance à me mettre toujours un peu en colère, mais je vais le partager quand même avec vous. On pourrait se dire que l'histoire prouve que c'est derrière nous, mais l'histoire internationale récente nous rappelle que c'est important. La place des femmes dans les instances de gouvernance, par exemple. Eh bien, quand on est entreprise à mission, on ne peut pas imaginer d'avoir un conseil d'administration qui est exclusivement composé d'hommes. Alors c'est un indicateur qui se discute, il n'empêche que ça oblige malgré tout. Et puis tous ces indicateurs qui sont également de la performance extra-financière, c'est-à-dire que ça nous a obligés à tourner l'ensemble de nos activités autour de cet axe, à pivoter l'ensemble de nos activités autour de cet axe de l'attention sincère. Ça passe par quoi? Maïf assureur, on répare autrement, on fait du circuit, on utilise des pièces de réemploi, on mesure l'impact de nos réparations, enfin tout ça c'est mesuré pour le logement comme pour l'habitat. Maïf investisseur, ça nous oblige également à avoir une stratégie d'investissement beaucoup plus vertueuse, de sortir de l'industrie carbone, de pousser des véhicules comme celui de Maïf Impact, qui est quand même un fonds à 40 millions d'euros, qui aujourd'hui tourne à plein. Et encore ce matin, nous étions dans une instance pour discuter de la participation à un tour de table pour une alternative à la production de protéines alimentaires. Enfin bon, je vais pas détailler ça, c'est pas l'instant, c'est pas l'endroit. Et puis Maïf aussi en tant qu'employeur, parce que être entreprise à mission, quand on parle d'ascension sincère, c'est aussi se tourner bien sûr vers les sociétaires, mais surtout et aussi vers les équipes salariées et militantes qui constituent un vivier extrêmement important. Je l'ai dit, on est quasiment à 10 000 personnes qui passent leur journée et donc une grande partie de leur vie au sein de l'entreprise. Et être une entreprise à mission, c'est aussi leur garantir des conditions de vie et de travail qui d'abord donnent un sens et ensuite sont confortables. Voilà ce que ça a transformé à court terme. Merci beaucoup Hélène. Donc en fait c'est un système qui a permis d'installer en fait ces objectifs et de les rendre concrets et d'obliger finalement le système à le suivre et à se mettre dans une dynamique positive en fait. Très bien, merci. Alors Frédéric, comment ça s'est passé et quels étaient en fait les enjeux originels qui vous ont vraiment poussé à devenir entreprise à mission? Alors, pour finir le panorama que j'ai commencé à dessiner tout à l'heure, Hélène disait qu'à la Maïf, il y a 10 000 collaborateurs, nous on est 1300. Donc voilà, on ne parle pas tout à fait de la même chose et c'est justement intéressant, je pense, pour les personnes qui nous écoutent, d'avoir ce panel en fait d'expérience et de structure, parce que forcément on vit les choses un petit peu différemment. Et puis notre histoire est un petit peu particulière, comme vous l'avez compris. On a au cours du temps, tout à l'heure je suis remonté jusqu'à 1946, je ne vous épargne 46 à aujourd'hui, mais quand même il y a une étape importante sur le chemin, c'était 1954,
où le groupe EDF est devenu actionnaire majoritaire du groupe ES. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce qu'on sent bien, c'est que dans le domaine énergétique, à la reconstruction et encore aujourd'hui, on a cette notion d'intérêt général qui est quand même très très important et qui fait partie de la culture d'une entreprise comme la nôtre. Et finalement, on est dans un domaine qui touche au premier plan l'ensemble des citoyens, l'ensemble des collectivités, des entreprises, finalement qui est dans notre quotidien à chacun, qui est aussi une source de précarité quand l'énergie fait défaut, donc un bien essentiel. Et on se sent, nous, une responsabilité vis-à-vis de nos clients, mais de manière même un petit peu plus large que cette notion de client, vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes et de l'écosystème du territoire. On se sent finalement un petit peu redevable, puisqu'on travaille pour le territoire et avec le territoire. Ce qu'on souhaitait faire, c'est rendre aussi de la valeur et créer cet impact positif, en tout cas contribuer à créer de l'impact positif pour le territoire. En fait, l'enjeu, il était là. Et c'est complètement cohérent avec l'histoire de l'entreprise et la culture de l'entreprise. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut que ça rencontre quand même, parce qu'il faut passer le cap, hein. Il faut aller modifier les statuts de l'entreprise, qui n'est pas rien. Il faut passer devant les actionnaires. Il faut donc défendre ce projet. Et on a la chance. Alors, même si je suis d'accord avec Franz, on en reparlera probablement un petit peu plus tard, mais c'est l'idéal quand on peut s'affranchir et garantir au sein de l'entreprise, par ses statuts et par son modèle, une certaine pérennité de l'action engagée. Ça, effectivement, c'est peu importe finalement les dirigeants qui pilotent l'entreprise à un moment donné. Néanmoins, pour passer ce cap, il faut avoir envie, il faut avoir du leadership, il faut entraîner l'ensemble des collaborateurs. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un dirigeant qui a souhaité aller jusque-là. Et même si on avait des actions qui étaient reconnues sur le territoire, ES aujourd'hui, dans le Bas-Rhin, c'est une marque qui est quand même très très bien installée, qui est très connue. On souhaitait quand même ancrer les choses de façon durable et donner de la lisibilité aussi sur nos actions, les contreparties qu'on apporte au territoire. Et donc on parlera tout à l'heure probablement du modèle opérationnel de mission qui permet de rendre concret les intentions à travers des actions et aussi des indicateurs. Mais voilà, ce qui a vraiment motivé l'enjeu, c'était ça. C'était de garantir une pérennité de l'action juste, finalement, et de la création d'un impact positif sur notre territoire. Donc en fait, devenir entreprise à mission, il y a ce moment un peu de sanctuarisation, de vote dans les statuts, et puis après c'est vraiment un chemin de transformation. Donc Hélène, vous le disiez tout à l'heure, la Maïf est pionnière, vous êtes passé par plusieurs étapes, et voilà, maintenant vous raffinez encore plus le modèle avec ces créations de fonds qui viennent compléter et apporter encore plus de puissance finalement à la mission. Comment s'est passé ce chemin finalement pour vous? Alors oui, ce qui est intéressant, c'est de faire une photo de là où nous en sommes aujourd'hui. C'est vrai que quand on regarde derrière, on se dit mais quelque part comment on a fait 100, puisque ça permet de mettre en place des vraies stratégies et si je reviens sur le sujet du jour, pour répondre aussi à la problématique de la vulnérabilité, qui est omniprésente chez les assureurs évidemment, parce que l'idée du statut d'entreprise à mission, ça permet de réinterroger aussi et de voir différemment les choses, et notamment la question de ce à quoi nous sommes vulnérables et à quel niveau nous le sommes. Alors évidemment, quand on est un assureur IARD, la vulnérabilité et la transition écologique, elle est juste évidente, mais pas unique. Il y a des tas de choses. Et puis ce risque, il évolue dans le temps.
temps. Il y a 90 ans, quand Maïf a été créé, le risque, c'était les premières voitures et les accidents de la route. Aujourd'hui, les voitures sont hyper équipées. Je dis pas qu'il y a plus d'accidents, mais enfin, c'est beaucoup plus sécurisé qu'avant, et heureusement. Aujourd'hui, le risque, il est essentiellement climatique. Et donc, la mise en place de ce comité de mission et du statut d'entreprise à mission, ça a eu un pendant, c'est qu'au sein de l'entreprise, il y a une véritable stratégie de climat qui s'est développée parce que ça a été identifié comme la vulnérabilité. Et le critère de la vulnérabilité, c'est ce qui mettra en péril l'essence même de l'entreprise. Et donc, cet engagement autour du climat, ça a nécessité d'engager l'ensemble de la communauté, et notamment des salariés. Donc, qu'est-ce que ça a impliqué? Ça a impliqué des plans de formation, des créations de nouvelles entités, de nouveaux comités, de nouveaux sujets. Si je reviens sur la question du dividende écologique, aujourd'hui, nous, dans les équipes, jusqu'en 2023, nous n'avions personne en capacité de se dire ce projet-là, on va le financer ou le cofinancer parce que c'est bon pour la planète. Qu'est-ce qu'on en sait, nous, de savoir ce qui est bon ou pas pour la planète? Dès qu'on crée un fonds, il y a des tas de gens qui ont des bonnes idées et qui nous disent il faut le financer. Sauf que l'idée, c'est quand même de mesurer l'impact, puisqu'on parle bien d'une mesure d'impact, de performance extra-financière, mais d'avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Et donc, par exemple, sur le dividende écologique, on s'est appuyé sur les solutions fondées sur la nature, et on s'est engagé pour éviter tout ce greenwashing qu'on peut voir et qui fait parfois assez froid dans le dos, tellement ça peut être cynique par endroits, de mesurer l'impact sur les territoires, qui de l'amélioration du niveau d'une nappe phréatique, qui de l'amélioration des couloirs de migration du côté de Mouesse-d'Oléron, qui du remembrement, j'allais le dire. Bref, remettre une rivière dans son lit pour que la nature et l'environnement se portent mieux. Tout ça, c'est le fait d'être une entreprise à mission nous oblige à un peu de sérieux, beaucoup de sérieux, beaucoup de précision dans les décisions qui sont prises. Alors ça veut dire beaucoup de travail, de comités, de commissions, de représentation ici ou là pour que tous les niveaux de la gouvernance et tous les niveaux de fonctionnement de l'entreprise soient bien au clair sur ce qui se passe. Mais ça nous permet aujourd'hui d'être effectivement ce que nous sommes. Donc ça apporte beaucoup de cohérence et de puissance en fait à vos actions. Donc Frédéric, peut-être que tu peux nous dire un peu plus où vous en êtes en fait vous dans votre chemin, parce que vous êtes depuis plus récemment entreprise à mission. Quel est le cœur de la mission? Comment ça se passe chez vous? Oui, alors effectivement, nous ça fait 1 an et demi, on est tout jeune par rapport à la Maïf. Donc on est encore très, très humble finalement quand on s'exprime sur les réalisations, parce qu'on a une intention, ça c'est évident. Pour tout vous dire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Valérie, en fait. Donc ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est entreprise à mission. Et vous savez, l'étape suivante, en fait, une fois qu'on a modifié les statuts de l'entreprise, c'est de se dire, voilà, maintenant, quelle est notre feuille de route et comment on avance. Et pour ça, il faut établir un modèle opérationnel de mission. C'est la feuille de route de l'entreprise qui vient compléter le plan stratégique et les différentes politiques déjà mises en œuvre au sein de l'entreprise. Et hier, avec Aurore, qui est là aujourd'hui, qui est manager de mission, Aurore Steno, qui travaille avec moi, en fait, on travaillait sur le modèle opérationnel de mission en équipe dirigeante, donc avec l'ensemble des dirigeants de l'entreprise, des directeurs. Et mes petits collègues et moi, on a réussi quand même à finaliser notre premier, la version 1. On s'est tous mis d'accord sur les actions, sur nos ambitions et sur les critères qui vont nous permettre de vérifier si on est aux attendus ou pas. Donc ça, c'est un élément qui est quand même assez fondamental, parce que tant qu'on n'a pas ça, je dirais qu'on est un petit peu... Alors soit au début, on est sur quelque chose d'un petit peu philosophique, et puis après, on commence à rentrer dans des éléments un peu plus concrets, plus opérationnels, de gouvernance, d'appréhension au sein des activités, de ce qu'on peut faire, etc. Là, maintenant, ça y est, on y est. On va réunir notre 4e comité de mission le 14 novembre prochain, donc très bientôt, pour justement valider ce modèle opérationnel de mission avec eux aussi, parce que ça, c'est intéressant.
Ça, c'est un aspect aussi qui est très, très intéressant dans cette qualité de société à mission. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, pour définir les orientations de l'entreprise et savoir où on voulait l'emmener, on travaillait, comme je le disais tout à l'heure, à partir du plan stratégique de l'entreprise. Et puis finalement, parfois on peut le dire, on a l'impression de prendre des décisions éclairées et qui vont servir l'intérêt général, bien sûr. Générer de la performance, ça c'est un préalable. Hein. S'il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'entreprise, donc il n'y a pas de société à mission non plus. Une fois qu'on a généré la performance, on s'est dit, voilà, comment on peut faire autre chose, un autre type de performance pour le territoire. Et bien souvent, quand on est seul, on a tendance un petit peu à se regarder le nombril et à essayer de le faire en pensant qu'on fait les choses bien, hein, à travers un plan stratégique. Et puis finalement, quand on met en place les différents organes et puis quand on rentre dans le process entreprise à mission, eh bien on s'ouvre à l'extérieur, on s'ouvre à notre écosystème davantage que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. On va chercher des membres de communautés universitaires, des collectivités locales, des associations, etc., pour constituer notre comité de mission. Et puis, on va commencer à réfléchir ensemble à ce que peut être l'entreprise dans toutes ses dimensions. Alors, bien sûr, hein, ce qui reste un peu régalien comme instance, que sont les conseils d'administration, les comités exécutifs, etc., tout ça reste, bien sûr, et les acteurs de ces différents comités sont décisionnaires. Néanmoins, le comité de mission, il a un rôle éclairant qui est très important parce que moi on parlait tout à l'heure de Hélène, on parlait de greenwashing, je crois qu'on y reviendra plus tard, mais être société à mission, c'est quelque chose qui est engageant. Si on veut pas s'engager, à mon avis, c'est pas la peine de commencer parce que il y a d'autres façons de faire des choses très bien. C'est inutile de s'engager dans un processus comme celui-là. Si on y va, c'est qu'il y a une intention et qu'il y a une volonté de résultat. Et le résultat, on le mesure avec l'impact positif qu'on va réussir à générer. Cette ouverture vers l'externe, elle est donc en fait inhérente au modèle. Et elle fait, moi je trouve, beaucoup de bien dans nos réflexions et dans la façon dont on va réfléchir à comment on va emmener l'entreprise et les différentes actions dans les années qui viennent. Ça c'est et finalement on en est là, quoi. On réalise qu'on est toujours bien sûr propriétaire de tout ce qu'on fait, mais qu'on est aussi beaucoup plus ouvert sur le regard que peut avoir notre écosystème qui est représenté par un certain nombre de membres du comité, mais qui est aussi représenté dans les échanges qu'on a avec nos partenaires. Ils sont beaucoup plus ouverts finalement aussi pour venir échanger avec nous sur les thématiques sociétales et environnementales parce qu'ils ont compris notre démarche et ils voient nos intentions. Donc on aborde plus facilement ces sujets-là. Et même de façon informelle. Et ça permet de quand même garder tout le temps à l'esprit les choix qu'on a faits et puis finalement ces aspects sociétaux et environnementaux qui sont au cœur de notre activité d'énergéticien et ça nous engage aussi. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans cette étape où on a réalisé ça et on se sent pleinement engagé. Alors aujourd'hui, au sein du collectif dirigeant et au sein de l'encadrement, on a encore un travail à faire auprès de nos collaborateurs. Je pense que le travail, c'est quand même quelque chose qu'il faut que ce soit compris, il faut qu'on explique ce qu'on fait, il faut qu'on se nourrisse de ce qui nous remonte aussi comme information et comme idée. Et là, honnêtement, nous, on est au début du chemin sur ce volet-là, quoi. Merci. Donc je retiens deux choses. Première, c'est que vous enrichissez votre plan stratégique de ces objectifs liés à la mission, donc ça devient une partie de la stratégie. Et donc grâce au système, en fait, vous ouvrez aussi sur le monde et pour questionner, challenger avec ce regard extérieur, en fait, les instances de gouvernance de l'entreprise. Aussi le fait que c'est un chemin de transformation qu'il faut continuer à l'alimenter.
Alors Frantz, en plus de ton expertise sur la gouvernance, tu as un rôle original au sein de la société Nord6, puisque, alors c'est une première en France, hein, tu représentes la nature au sein de leur conseil d'administration. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que la nature a le droit de veto? Comment est-ce que tu t'habilles d'une manière un peu particulière? Je ne sais pas. C'est une lourde responsabilité d'avoir ce rôle-là. Normalement, je porte toujours ma casquette pour représenter la nature, donc je fais la mettre. Ah non, il y a un problème de lumière. Je peux parler un peu librement ouais. Oui, c'est le but aussi. Ouais, Hein. En fait, il y a 5 ans, j'ai ressenti une très grande frustration. Il y a 3 ans aussi, il y a 2 ans aussi. Parce que je m'étais fixé comme objectif de représenter les intérêts de la nature dans les plus hauts niveaux de gouvernance des entreprises pour sortir d'une situation dramatique qui s'appelle la modernité, où les intérêts de l'humain priment sur toute autre forme d'intérêt. Et aucun des modèles de gouvernance que l'on évoque, ou presque aucun, ne permettait de faire ça. Donc il y a 5 ans, j'ai décidé, et on a oublié de le citer en introduction, parce qu'après je crois qu'il y a une séance de dédicace, ça vous intéresse, mais il y a 5 ans, je me suis lancé dans un ouvrage qui s'appelle « La nature au travail », et qui est le premier ouvrage qui propose une refonte en profondeur de la gouvernance d'entreprise pour mettre à égalité nature et humanité. Et ça, pour moi, c'est important parce que sinon, on va continuer de foncer droit dans le mur. On n'arrête pas de, j'entends greenwashing à gauche et à droite. Si on veut sortir du greenwashing, il faut absolument sortir de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire mettre nos intérêts par-dessus ceux de la nature. Alors comment j'ai fait? J'ai inventé des scénarios de façon tout à fait idéaliste. Quand j'ai publié mon livre, ça a fait rire beaucoup de monde, jusqu'au jour où Nord6 a lu le livre et a dit banco, on achète, et ils ont mis tout en application. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Et depuis, je vais vous parler de Nord6, mais on travaille aussi pour des plus petites entreprises, on travaille aussi pour des groupes du CAC 40, notamment Veolia, que je peux citer, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur Nord6. Nord6, tout d'abord, vous l'aurez deviné, on a décidé de mettre la nature au niveau suprême, ce que j'ai appelé le pouvoir souverain. La nature est donc devenue actionnaire. Alors, pas dans le sens d'un dividende, mais un véritable actionnaire. C'est-à-dire que 10% du capital a été cédé à la nature. Alors bien sûr, il y a 10% du coût des dividendes qui sont donnés à la nature. Mais ce qui est important de noter, c'est que juridiquement, la nature, par un montage juridique que je vous épargne, est devenue actionnaire à hauteur de 10% et donc dispose de droits de vote à l'Assemblée générale et évidemment dispose d'un représentant au conseil d'administration. Alors c'est moi qui joue ce rôle. Au conseil d'administration, donc je dispose d'un droit de vote équivalent à 10%, je l'ai déjà dit, mais, alors cette fois c'est pas moi qui le dis ni mes voisins, mais les fondateurs de Nord6 avaient peur que ce soit malgré tout encore du greenwashing, donc ils ont décidé de donner aux représentants de la nature que je suis un droit de veto sur la stratégie d'entreprise et sur un certain nombre de points liés fusion, acquisition, cession, modification des statuts, etc. Ce qu'on appelle en droit anglo-saxon, pour vous endormir, une golden share. Donc un droit de veto sur la stratégie d'entreprise. Autant vous dire que c'est du jamais vu en France, en Europe et à l'histoire, à l'échelle même de la planète, mais c'est aussi un grand danger. C'est-à-dire que si un matin, j'arrive au conseil d'administration, de mauvais poils, puisque j'ai un peu trop bu la veille, par exemple, j'avais dit que je faisais pas de mauvaises blagues, et que c'est quand même embêtant, voyez-vous, avec ce droit de veto. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a constitué un haut conseil pour la nature qui réunit 10 experts, 10 scientifiques, 10 pointures. On a créé des partenariats avec les meilleurs scientifiques de la planète, dont le Stockholm Resilience Center, qui est l'auteur des 9 limites planétaires. Et c'est ce conseil, haut conseil pour la nature, qui délibère, qui pose une délibération, une décision, et ensuite je vais porter cela à l'Assemblée générale et au conseil d'administration, et le cas échéant, vote et veto.
Ce qui est important de savoir, c'est que donc là, on est tout en haut de l'entreprise, mais on voulait le faire aussi. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, je tiens à l'histoire et je tiens au pouvoir qu'ont les représentants du personnel et les syndicats. Et du coup, on a décidé de faire pareil avec les représentants du personnel. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un comité économique et social, nous avons en fait deux instances. Une instance pour représenter les intérêts des salariés et une instance pour représenter les intérêts de la nature dans le dialogue social, avec des prérogatives sur les questions écologiques, avec un pouvoir de négociation, etc. etc. Donc c'est une grande première et je crois que l'heure tourne, donc je vais m'arrêter là, mais je pense que c'est important de souligner que c'est quelque chose qui était impensable il y a encore un an de ça, un an et demi, et qui aujourd'hui existe. Et quand on en parle maintenant, quand j'en parle, ça paraît évident pour tout le monde. Mais évidemment, il faut que la nature soit au conseil d'administration. Si on veut être responsable écologiquement parlant, évidemment qu'elle devrait avoir un droit de vote ou un droit de veto. Et c'est tellement évident que du coup, je suis en discussion avec plein de boîtes, mais je m'arrête là. Merci beaucoup Franz de nous avoir éclairé sur cette innovation qui effectivement, on l'espère, deviendra market practice dans les années à venir. Peut-être Hélène, forte de votre longue expérience d'entreprise à mission, peut-être est-ce que vous pourriez mettre en lumière une conséquence positive en fait, les fruits finalement de ce chemin en valeur? Oui, alors, longue expérience, c'est quand même 5 ans, hein. Donc il faut toute raison garder. Alors le fond, voilà, j'aurais envie, je l'ai fait un petit peu en introduction, mais de manière assez naturelle, de vous parler du dividende écologique, mais aussi d'un certain nombre de décisions que ce statut nous a fait prendre finalement de manière assez simple. Enfin, nous, ça nous apparaît assez naturel, mais finalement, comme peu d'autres l'ont fait, on se dit que ça doit pas l'être tant que ça finalement. Et je vous parlerai bien, par exemple, que pendant le Covid, on a pu rembourser aux sociétaires l'intégralité de leurs cotisations, partant du principe que les voitures ne roulaient pas. Eh bien, par ce statut d'entreprise à mission et par cette diffusion en interne des instances de gouvernance de cette importance qu'on avait à apporter, cette importance, comment dire, cette attention sincère, eh bien, naturellement, la décision a été prise à l'unanimité et on a remboursé 100 millions d'euros aux sociétaires puisque pendant 3 mois, ils n'ont pas touché à leur voiture, donc ils ne risquaient pas d'accident. Ça, c'est un premier exemple, mais qui est pour l'anecdote. Le plus récent, ça reste celui du dividende écologique hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où effectivement, c'est une grande avancée qui est certainement rendue possible par ce statut d'entreprise à mission, puisque elle traduit par les actes, en fait, hein, l'attention sincère portée au monde. Alors ça se traduit aussi sur la stratégie globale climat et notamment, je vous en ai parlé rapidement, par notre rôle d'investisseur. Mais là, aujourd'hui, se dire pour une mutuelle déjà de sanctuariser 10% du résultat, c'est tout à fait, c'est pas anodin, puisque justement, il y a personne, il n'y a pas d'actionnaire, il y a personne qui doit normalement toucher les dividendes. Donc il a fallu mettre en place là aussi tout un fonctionnement particulier pour permettre à une mutuelle de verser des dividendes et en l'occurrence sur ce sujet de l'impact que nous avons sur le monde et sur les autres en s'appuyant évidemment sur les valeurs de solidarité pour les sociétaires les plus précaires qui habitent dans des zones dans lesquelles ils ne peuvent pas faire autrement que d'être soumis à des aléas climatiques malheureusement, et puis à rendre les territoires plus résilients, à devenir finalement, à passer du statut de l'assureur réparateur à celui de l'assureur préventeur, c'est-à-dire d'être en amont finalement de l'accident et en identifiant bien encore une fois la question de la vulnérabilité. Voilà les deux sujets que j'ai envie de porter devant vous cet après-midi. Alors, si on veut parler un peu vrai, un peu réel, est-ce que vous avez éventuellement une difficulté sur ce chemin à laquelle vous avez été confronté pour montrer qu'on n'est pas que c'est quelque chose d'hyper facile et d'évident?
Des difficultés, il y en a énormément. Enfin, ce que je vous ai décrit, c'est une entreprise qui a complètement pivoté sur sa manière de faire. Donc évidemment que des difficultés, il y en a. Il a fallu repenser les instances de gouvernance. Il a fallu mettre des moyens, justement, des moyens de formation, des moyens de comitologie, s'entourer d'experts, là aussi, hein, sur un comité de mission avec des gens qui sont experts dans leur domaine, mais qui viennent du coup largement challenger ce que les instances de gouvernance avaient en tête. Hein. C'est ce qui était évoqué tout à l'heure. Donc des difficultés, il y en a. On pivote pas de cette manière sans difficulté. Par contre, une des fiertés qui est la nôtre, c'est la grande adhésion de notre sociétariat à l'ensemble de ces projets. On sait, hein, on a un taux, ce qu'on appelle le taux d'attrition, hein, donc ce sont les départs. Hein, on est sur le marché à moins de 5%, c'est-à-dire que les gens, quand ils viennent, aujourd'hui, ils sont au courant de notre engagement social, sociétal et environnemental, de notre place dans l'économie sociale et solidaire. Ils connaissent tout ça, ils connaissent notre statut d'entreprise à mission parce que nous avons beaucoup communiqué et partagé avec eux. Et on sent que cette fierté, finalement, de contribuer à un monde meilleur est partagée avec notre sociétariat. Et ça, quelque part, ça permet d'équilibrer la balance des difficultés qui peuvent être les nôtres, tant d'un point de vue du montage administratif que des engagements financiers que ça représente, voire même des changements de pratiques. Merci beaucoup. Et Franz, comment as-tu été accueilli par tes petits camarades chez Norcis? Est-ce que ça a suscité des difficultés ou C'est enregistré, c'est ça? C'est en direct. Non, super accueil. En fait, il y a 800 salariés chez Norcis. Et quand ils m'ont vu débarquer un jour, on a fait une visio, une assemblée générale des salariés. Ils n'ont pas compris, en fait, les salariés. C'était trop perché, comme pas grand monde comprenait au démarrage. Et le pire, c'est qu'ils ont pensé que c'est moi qui devenais personnellement actionnaire, qui récupérait 10% de l'actionnariat. J'aurais pas dit non, mais c'était pas mon engagement. Par contre, un an plus tard, effectivement, comme tu disais, la plus grande fierté dans le bilan annuel des salariés, ça a été ce mouvement, parce qu'aujourd'hui, du coup, les salariés travaillent pour la nature. Et c'est elle, en quelque sorte, qui guide la stratégie d'entreprise. Pour autant, c'est difficile, ce qui était ta question initiale, mais on n'a pas vraiment le temps. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos activités humaines ne respectent pas la nature. Comme je l'ai dit tout à l'heure, fin du mois, fin du monde, malheureusement, c'est pas si compatible que ça. Quand on prend le modèle des 9 limites planétaires, il faudrait, au fond, fermer 99% des boîtes. On sait que l'empreinte écologique de la France, alors que la France externalise l'essentiel de son empreinte écologique en Chine, au Brésil ou ailleurs, et bien malgré ça, l'empreinte écologique de la France est toujours 3 fois supérieure à ce qu'elle devrait être si on regardait les 9 limites planétaires. Donc autant vous dire que quand cette nature débarque au conseil d'administration en disant on va calmer le jeu, il y a énormément de choses à faire, il y a beaucoup de difficultés, de pivots, comme disait ma voisine, et ça s'inscrit dans le temps long et dans la délibération. Frédéric, peut-être aussi un témoignage sur les éventuels obstacles que vous avez pu rencontrer chez ES. Oui, alors c'est bien parce qu'on voit qu'on est dans des domaines d'activité et dans différentes tailles de structures dans nos témoignages. Et je crois qu'il y a quand même un point commun qui va nous relier assez facilement. Hein. Alors la gouvernance, ça peut être un point. Un autre point, c'est le chemin. Parce que la difficulté principale, je pense que pour nous, c'est ça, c'est la transformation. Passer du domaine de l'intention au domaine opérant, à l'action, c'est pour moi la plus grosse difficulté. Et je dis ça parce que quand on est seul à essayer d'imaginer les choses, à les concevoir, c'est assez simple. Et puis si demain on veut passer à l'action, si ça concerne que soi, on sait comment faire et puis on a un petit peu de méthode là-dessus. Quand il s'agit d'embarquer un collectif, de bien se faire comprendre déjà,
d'avoir des ambitions qui soient réalistes. France le disait, il y a à un moment donné, on est un petit peu à la quadrature, c'est-à-dire qu'on essaye d'être le plus pushy possible sur certaines choses, mais il y a quand même un principe de réalité. Et c'est vrai que si on veut réussir à avancer et à embarquer le collectif, il faut aussi respecter ça et respecter le temps, qui est une notion, je pense, importante dans ce processus de transformation, le temps qui est nécessaire à des équipes, ou à des équipes de plus ou moins grande taille d'ailleurs, pour modifier les façons de faire, ou alors se fixer de nouveaux objectifs. Et ça, je pense que c'est une vraie difficulté. Alors en même temps, c'est assez naturel. Hein. On n'invente rien là-dedans. C'est un processus de transformation qu'il faut engager. Mais ça peut paraître parfois un petit peu frustrant, je pense, quand on essaye de mettre en mouvement la machine, alors que tout le monde est de bonne volonté, tout le monde comprend le sens, tout le monde veut atteindre les objectifs, donc on est tous d'accord. Maintenant, on a chacun besoin de se les approprier et de savoir comment on peut contribuer à tout ça. Et ça, quand on a des métiers différents, quand on a des histoires différentes, quand on a des expériences différentes, ben voilà, il faut réussir à se retrouver et à créer du sens pour tout le monde. Voilà. En fait, ce que tu dis, c'est que la mécanique dans la gouvernance est nécessaire, mais pas suffisante. C'est que derrière, il y a toute une énergie à apporter à un projet et faire adhérer en fait l'ensemble des collaborateurs pour que la machine se mette vraiment en marche. Tout à l'heure, on a évoqué le terme greenwashing. Finalement, voilà, comment ces modèles sont aussi une arme anti-greenwashing. Alors là-dessus, moi, c'est pas compliqué. Le greenwashing, c'est vrai que Franz a raison, hein, il m'a gaulé hein, tout à l'heure, j'en ai parlé. Il l'a noté. Mais j'aime pas ce mot, et pas pour ce qu'il représente, mais pour le mot en tant que tel. Parce que c'est très simple de ne pas faire de greenwashing, il suffit de ne pas survendre ce qu'on veut faire. Et de ne pas dire des choses qu'on ne fait pas. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est un principe de vie hein, de chacun de nous. Hein. Ça s'adapte, enfin, ça se prête à l'environnement. Mais c'est juste être responsable de ce qu'on fait. Et je minimise pas le greenwashing parce que je sais qu'il y en a et j'en vois aussi comme tout le monde. Et ça, il arrive que ça me gêne. Mais je suis juste désolé pour les gens qui le font. En réalité, le greenwashing, si on parle de l'entreprise à mission, je pense que c'est tout à fait un outil anti-greenwashing parce que rien ne nous oblige à nous engager dans une voie comme celle-là. Donc si on le fait, c'est qu'on est convaincu que ça va apporter quelque chose, qu'on veut y mettre des moyens et qu'on veut y passer du temps. Et moi, il me semble que c'est quand même une bonne... Puis bon, on se le dit ici. Hein, toi, Valérie, tu sais, la communauté des entreprises à mission, tu es complètement dedans. Nous, maintenant, on voit un petit peu ce qu'il y a derrière aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des cordes de rappel, il y a des instances. On fait partie d'un collectif où on échange et on arrive à voir assez vite quelles sont les intentions réelles ou pas des gens à qui on s'adresse. Et puis, on a un organisme tiers indépendant qui vient nous auditer finalement, hein, même s'ils sont bienveillants, surtout quand on commence, mais ils sont quand même exigeants. Et c'est très bien comme ça. Et puis, on a un comité de mission qu'on réunit, on demande du temps à ces gens-là. Ils ne sont pas rémunérés, donc ils viennent parce qu'ils ont envie de venir et envie de contribuer au projet. Et ils ont des exigences et c'est bien normal. Et donc, en fait, on met quand même en place tout un système. Dans notre cas, on reporte aussi à un conseil d'administration qui nous demande aussi des comptes sur nos ambitions sociétales et environnementales, ce qui est tout à fait normal. Et donc, si on n'a pas envie d'aller sur ces champs-là, autant ne pas s'y engager. Je pense que ça, c'est une bonne façon d'éviter le greenwashing.
Oui, je précise que dans le modèle de l'entreprise à mission, effectivement, il est obligatoire régulièrement, en fonction de la taille de l'entreprise, de se faire auditer donc, par un tiers neutre, externe, les réalisations de sa mission. Donc à un moment, on ne peut pas mentir. Ouais, je pense que le sujet, c'est un sujet d'alignement, c'est-à-dire de verticalité entre ce que nous sommes, ce que nous voulons être et ce que nous démontrons. C'est-à-dire que l'idée, et comme tu viens de le dire, on n'était pas obligé d'être une entreprise à mission, personne ne l'est. Et certaines ne le sont pas, voire même font absolument n'importe quoi et pour autant tourne bien, en tout cas à court terme. Et donc le sujet, c'est celui de l'alignement. Et ça, c'est vrai pour l'entreprise comme pour nous d'ailleurs. C'est est-ce que la verticale est bonne? Et je pense qu'effectivement, à partir de ce moment-là, eh bien, on est un peu protégé de cette tentation de communiquer sur ce qu'on n'est pas ou de dire ce qu'on ne fait pas. J'aurais même tendance à dire qu'il faut presque se méfier de ceux qui disent trop ce qu'ils font, parce que voilà, les choses, ça se joue dans les détails. C'est si vous avez le prix d'une baie vitrée, qu'on vous propose un artisan qui utilise des pièces de réemploi, on n'a pas besoin de spot télé pour le faire. Enfin voilà, c'est la question de l'alignement. Et ça, je pense que les gens qui utilisent nos services sont les premiers à pouvoir dire si oui ou non nous sommes au rendez-vous, et certainement pas en faisant une publicité outrancière ou mensongère là-dessus. Je sais que ça te démange de reprendre le micro, mais ça me démange en tant que humble représentant de la nature que j'essaye d'être. En fait, sur la question du greenwashing, on oublie trop souvent un point qui est de définir green. Ça veut dire quoi être green? Et en fait, la question a l'air bête, mais elle est fondamentale. Ça revient au fond à définir qu'est-ce que la nature, qu'est-ce qu'une nature protégée, qu'est-ce qu'un monde, qu'est-ce qu'un bon monde, quel monde on souhaite construire en commun. Et en fait, cette question, c'est une question de philosophie, c'est une question d'anthropologie. Vous connaissez sans doute tous Philippe Descola, qui est le grand anthropologue français sur lequel je me suis appuyé. Il y a différentes définitions de la nature. Donc en fait, on peut toujours être green. Par exemple, si moi, chez Norcis, je dis « Je représente la nature », sous-titre « Les trous noirs et les étoiles filantes ». Tout va bien. On protège à fond. Ouais. Je fais super bien mon job. Norcis respecte les étoiles. Non, mais c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière le mot nature? Il y a tout un tas de définitions, tout un tas de pratiques. Et ça, c'est un vrai sujet. Pardon d'avoir repris le micro, mais ça me semblait... Mais je t'en prie, nous sommes en démocratie. Et la nature a voix au chapitre, donc tu peux t'exprimer, Franz. Peut-être qu'on peut faire un lien vers le thème en fait de la journée, la vulnérabilité. Finalement, est-ce que vous diriez, pour vos différentes expériences, que finalement, au travers de vos changements de gouvernance, vous avez réintroduit la vulnérabilité finalement dans l'entreprise, là où avant on était plutôt dans un monde de performance? Indéniablement. Enfin, je pense qu'on vous l'a dit. Alors, nous, historiquement, on ne parle pas de vulnérabilité, on parle de risques, hein, évidemment. Les risques dans des entreprises comme la nôtre, c'est des choses qui sont surveillées comme le lait sur le feu, hein, qui sont mesurées, qui sont anticipées, qui sont réassurées. Enfin bon, voilà. Donc, ce sujet-là du risque était omniprésent. Aujourd'hui, celui de la vulnérabilité, il va au-delà du simple risque, parce que il y a une forme d'humilité. Il faut reconnaître que nous sommes vulnérables, et ça, je pense que c'est assez fondamental, et à tous les niveaux de l'entreprise. C'est-à-dire que un risque, ça se limite. Une vulnérabilité, c'est être conscient que si quelque chose arrive, eh bien, il faut être plus résilient que être capable de réparer. Enfin, des choses, ça c'est vraiment une autre manière de voir les choses. Un risque, eh bien, s'il tombe, ça se répare, etc. Quand on est vulnérable, on est humble, on est fragile, et donc on ne peut être autre chose qu'acteur.
sinon c'est insupportable. Connaître ses vulnérabilités en ayant chevillé au corps l'idée qu'on ne peut pas agir, ben quelque part c'est complètement traumatique. C'est pas possible de vivre comme ça, ni à titre personnel ni pour une entreprise. Donc connaître ses vulnérabilités, ça rend les gens acteurs. Et aujourd'hui, les vulnérabilités, on a beaucoup parlé des questions environnementales, mais il y en a aussi au niveau démocratique, il y en a aussi au niveau sociétal. Je vous ai parlé des risques pour les assureurs liés aux inondations, aux tempêtes, etc. Mais on a aussi, et ça date d'il y a quelques années, hein, il y a eu des émeutes, vous le savez, ça n'a pas été neutre, hein, pour les sociétés d'assurance. Donc être conscient des vulnérabilités du monde, c'est aussi nous rendre acteurs sur tous ces terrains de jeu. Celui évidemment de limiter l'impact qu'on va avoir et de surtout, même si comme tu l'as dit, aujourd'hui on n'est pas neutre. Je veux dire, moi j'ai pris le train pour venir. Un train c'est pas neutre pour la nature et pour l'environnement. C'est toujours mieux que de venir en avion ou en voiture, mais il n'empêche que ça n'est pas neutre. Donc toutes les activités ont un impact. La question c'est de le mesurer et puis aussi de se dire quelle vision nous avons de la société. Et ça, je pense que c'est important. Ces vulnérabilités, elles sont présentes et en être conscient, ça nous permet d'agir à notre niveau dans nos champs d'activité, mais aussi de nous engager à titre individuel, collectif, voire même au niveau de l'entreprise sur des terrains qui nous apparaîtraient comme prioritaires et ceux que je viens de citer nous le sont pour Maïf. Ouais, la notion de durabilité, de vulnérabilité, pardon, elle est lapsus. Elle est intéressante et je pense quelque part, elle nous rassemble un petit peu quand même. La vulnérabilité, on l'est tous en tant qu'individu, en tant qu'être humain. On est des êtres vulnérables, c'est comme ça. L'entreprise est vulnérable aussi. L'environnement est vulnérable, la société l'est aussi. On voit que des fois, il suffit de pas grand-chose pour que les choses changent et qu'on soit dans un stress, quel qu'il soit, assez profond, que ce soit un stress sociétal ou climatique ou individuel, hein, pour revenir au début de ce que je disais. Et c'est finalement assez fédérateur parce que avoir conscience de la vulnérabilité, c'est aussi la première étape pour essayer de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour rendre les choses un petit peu plus acceptables. Alors, quand on est une entreprise, ce qui est intéressant, c'est qu'une entreprise, finalement, c'est une personne morale. Hein, on l'a défini comme ça, qui est constituée de personnes physiques. Donc, on est sur l'humain. Et puis, on est dans un certain contexte, un certain environnement. Donc, on est aussi dans quelque chose. On est, pour moi, dans le domaine du vivant sur beaucoup de choses. Et la vulnérabilité, si on la ramène à ce domaine du vivant, moi, je trouve que ça met en perspective beaucoup de choses et que ça fait le lien, en fait, à différents niveaux. Et puis, quand on est énergéticien, alors la vulnérabilité, elle peut prendre la forme de la sobriété énergétique, par exemple. Elle peut prendre la forme de la décarbonation. Elle peut prendre la forme aussi de la précarité. Enfin, aujourd'hui, faut avoir en tête, hein, on est peut-être privilégié ou pas dans cette salle, mais si on prend la loi, la qualification de la loi Grenelle 2 sur la notion de précarité, aujourd'hui, il y a 20% de la population qui est en situation de précarité énergétique. Voilà, c'est quand même c'est une forme de vulnérabilité aussi, et je pense qu'on a, alors nous, en tant qu'énergéticiens, bien sûr, un rôle particulier à jouer, mais ça relève quand même d'un sentiment probablement un peu collectif sur comment on peut essayer ensemble de finalement générer un impact qui soit le plus positif possible au sein de notre écosystème. Et l'écosystème, on va retrouver l'ensemble des contributeurs finalement du vivant. Et je crois que en fait, le point ultime de nos démarches, ce serait ça, ce serait d'essayer de rendre les choses moins vulnérables et puis de construire quelque chose qui soit
durablement positif pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour ce partage. Donc finalement, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a une palette d'outils pour en fait rendre la transformation pas obligatoire, mais la rendre intrinsèque finalement à la marge de l'entreprise. Et ce que l'on voit, c'est que sur ce chemin, en fait, vous êtes aussi transformé, peut-être même au-delà de ce qui était sur le papier au départ, est allé un petit peu plus loin. Et donc finalement, cette reconnaissance, pour faire le lien avec le thème de la journée, de la vulnérabilité, a engendré quelque chose de supérieur finalement et d'extrêmement positif, même si ce chemin n'est pas pavé de roses, mais qui demande de l'énergie, du soutien, de l'intelligence et de l'ouverture au monde. Donc la gouvernance, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Il y a encore énormément de choses à développer. Alors j'ai quelques questions du public, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Juste ce qui m'est venu en t'écoutant, c'est la question de l'interdépendance finalement entre les acteurs de l'écosystème, mais aussi de la dépendance que nous avons avec la nature et elle aussi quelque part elle est dépendante de nos actions, même si moi j'ai toujours à réagir quand on a faut sauver la planète. Non, en fait c'est pas la planète qu'il faut sauver, hein. S'il suffit, la planète elle se sauve plutôt bien toute seule, il faut juste arrêter de la détruire. Mais je pense que identifier et partager nos vulnérabilités, ça met en exergue les interdépendances et du coup ça peut créer aussi des alliances intéressantes et d'autres manières de faire les choses. Voilà, j'étais juste en réaction à ce qui a été dit. Merci beaucoup Hélène. Alors j'avais une question pour France. Qui n'est pas très simple. Au-delà du bilan comptable, comment mesurer ce qui compte vraiment, à savoir la valeur créée pour préserver l'humain et la planète? Ah si, il y a plein de réponses, c'est assez simple. Il y a deux grandes réponses. D'abord, avoir une nouvelle forme de comptabilité. Je pense au modèle CARE, qui a été développé en France, mais il y a d'autres modèles qui va permettre d'avoir le compte de sonnant et trébuchant, donc des dollars, et puis ensuite convertir en dollars et afficher en dollars tout ce qui a été pris à la planète, tout ce qui a été abîmé. Donc de dire on a gagné 10 millions, j'en sais rien, d'euros cette année, et la ligne d'en dessous, dire par contre on a détruit 100 millions de capital naturel. Ça permet un petit peu déjà de mettre, j'ai envie de dire, en relief cette mesure. Et puis le deuxième point, je l'évoquais tout à l'heure, c'est les 9 limites planétaires. L'histoire de l'impact écologique, c'est avant toute chose le bilan climatique, l'empreinte carbone. Depuis quelques années en France, on parle beaucoup de biodiversité, mais le cadre de référence mondial qui fait un consensus scientifique, c'est bien les 9 limites planétaires, qui dépassent largement les questions de biodiversité ou de carbone. Et donc, en fait, il faut s'appuyer sur ce référentiel scientifique et le décliner à l'échelle d'une entreprise quand on mesure son impact. Donc, la réponse, c'est des indicateurs scientifiques et des indicateurs de dollars de ce qu'on a pris ou abîmé sur la nature. Merci beaucoup. Alors j'avais une autre question, une personne qui indiquait qu'on avait eu effectivement sur cette table ronde 2 exemples de grandes entreprises dont vous avez mis en place une gouvernance avec plusieurs instances et comités, et comment ça se passe dans les PME. Donc je précise que en tout cas le cadre de l'entreprise à mission est destiné à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. 80% des entreprises à mission sont des PME de moins de 250 salariés. Donc en fait, c'est un modèle qui s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, leur zone d'implantation. Et la loi a même prévu, pour les entreprises de moins de 50 salariés, de remplacer le comité de mission par un référent de mission au choix. On constate cependant que la plupart des petites entreprises ont quand même mis en place un comité de mission pour justement bénéficier de ce regard extérieur, de cette richesse de conversation qui ne pouvait pas vraiment avoir lieu à d'autres endroits de l'entreprise. Et donc finalement, même si la gouvernance est plus simple dans une petite entreprise, c'est aussi possible en fait d'avoir une gouvernance de sens, comme on l'a vu tout à l'heure.
Alors ensuite, je vais d'autres questions. Bon, alors une question un petit peu piquante, je dirais. Si 10% des dividendes sont reversés à la nature, donc encore pour France, quid des 90% restants? Ils vont soit aux salariés, soit aux sociétaires, soit aux actionnaires classiques. En fait, pour moi, la question, je saisis la balle au bon, mais vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 ans, il y a Patagonia qui avait dit, en 2022, donc il y a 3 ans, qui avait dit « La nature est désormais notre seul actionnaire ». Yvon Chouinard, le fondateur de cette énorme marque de vêtements outdoor américaine, et qui effectivement avait cédé 98% du capital. On parle de centaines de millions de dollars de dividendes, on parle de milliards de dollars en valeur d'actions qui ont été cédées à la nature. Donc, c'est beaucoup plus que 10%. Sauf que ce qu'a fait Yvon Chouinard, c'est qu'il a cédé des actions sans pouvoir de vote. Donc, il a cédé des dividendes à la nature, et c'est très très bien, je ne remets absolument pas ça en cause, sauf que quand Yvon Chouinard dit « la nature est notre seul actionnaire », c'est pas vrai. La nature n'a pas de droit de vote, elle n'est pas pleinement actionnaire, et d'ailleurs, les droits de vote chez Patagonia sont toujours dans les mains des 2% d'actions restantes, c'est-à-dire c'est toujours Yvon Chouinard et sa famille qui... Donc pour moi, nature actionnaire, c'est pas juste une question de pourcentage, Valérie, pour répondre à la question, c'est une question de droit de vote ou pas. C'est ça qui fait la différence. Merci beaucoup. Sur les autres questions, on les a partiellement abordé lors de cette table ronde. Je vous invite à consulter le site de la communauté des entreprises à mission qui a énormément de guides, de pratiques, de documents qui viennent décrypter en fait ce modèle, mais aussi le site de Corporate Regeneration et bien sûr ton livre France, mais aussi certainement les sites internet et de Maïf et de ES qui décrivent bien leur mission si vous voulez aller plus loin. Je vous remercie beaucoup pour cet échange, pour votre franchise dans vos réponses. Je vous remercie également le public pour l'intérêt que vous avez porté à ce sujet. Et donc voilà, merci beaucoup et à bientôt.